Alors, nous sommes au complet. Tous nos intervenants sont là. Nous allons donc commencer cette deuxième conférence communication sur Santé Expo avec une nouvelle fois un très beau parterre d'intervenants. Alors, je tiens à préciser, parce que beaucoup m'ont dit, mais tu as dû mettre beaucoup d'argent pour avoir tous les intervenants. Ils sont tous là à titre bénévole et je tiens à vous en remercier. Donc, Stéphane, on va faire dans l'ordre. Gaspard Ganzer, donc vous êtes haut fonctionnaire, vous connaissez bien les entrailles de la vie politique parce que vous avez été conseiller de François Hollande, du président François Hollande. Nous avons celle qui est aujourd'hui qui est le plus en activité en tant que Spin Doctors avec Ségolène Redon, qui est donc la conseillère d'Olivier Véran. Stéphane Fuchs, grand patron de l'agence Havas, mais qui a été aussi conseiller, confident de beaucoup d'hommes politiques. J'ai vu dans les interviews que vous avez arrêté ces activités parce que c'était les moins rentables et que, et que du coup vous avez laissé ça à vos équipes. Non, j'avais dit 1% du business, 99% des emmerdes. C'est ça. Et Bruno Jeudi, que je ne présente même plus parce qu'on vous voit en permanence dans les médias, sur BFM. Trop. Mais non, mais on est ravis de vous avoir en tout cas ici. C'est peut-être d'ailleurs assez improbable de vous voir ici sur un salon Santé Expo dans l'univers de la santé. Et dans la santé, on communique. Je suis en vacances, il n'y a pas de gouvernement. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être là. Encore. Eh bien, on va commencer par vous, Ségolène, parce que vous êtes justement encore en train de conseiller. Ça va être d'ailleurs très compliqué parce que on ne sait pas trop ce qui se passe, quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement. Donc vous avez été conseillère d'Olivier Véran, probablement dans une des périodes les plus compliquées à gérer en termes de conseils. Peut-être des petites confidences sur la façon, le rôle que vous avez eu à jouer auprès d'Olivier Véran sur cette période un peu folle en termes de communication pendant cette crise Covid. Bonjour à tous. Oui, période folle, mais je crois que la communication politique, par définition, est folle. Donc pour le coup, la pandémie n'a été qu'un petit plus à se rajouter en termes de communication politique. Moi, mon rôle auprès de Monsieur Véran, ça a été le conseil en communication, mais qui avait la spécificité pour Monsieur Véran, c'était la création de son image politique, puisqu'il était assez peu connu. Et puis après, ça a été à 90% la gestion de la crise avec lui, tant dans ses prises de parole, mais aussi le fonctionnement de la communication gouvernementale par rapport à la Covid-19. Et puis après, vous avez toute cette partie assez dantesque de la gestion de la communication dite plus administrative, mais tout aussi importante, je pense aux spots radio, télé, etc., où tout ça a été au ministère de la Santé, bien évidemment. Et alors, avec 2 ans de recul, justement, sur toute cette période, l'articulation entre communication de crise, communication politique, communication publique, comment réussir à articuler tous ces messages ? Alors, le recul, on ne l'a pas encore. On va attendre de sortir pour l'avoir. Mais en fait, la chance dans les crises, c'est que vous ne vous posez pas de questions. Voilà. Vous n'êtes pas sur un rétro-planning à 6 mois en vous disant « je fais telle séquence et telle séquence ». Donc vous êtes obligé de tout faire en même temps. C'est aussi la magie de la communication de crise. Moi personnellement, mais c'est très personnel, il y a eu énormément d'instinct. Ça a été que la première chose à laquelle j'ai pensé, ça a été l'image du ministre, puisque je considère que quelqu'un qui émet un message, la personne ne le reçoit pas s'il ne connaît pas la personne. Donc c'était très important de présenter le ministre aux Français. Et puis après, la crise s'est imposée d'elle-même et il a fallu expliquer. Voilà. Et donc, c'est là où nous avons pris l'axe stratégique de la pédagogie et de la communication à chaque fois qu'une question se posait. Communication qui a été extrêmement intensive. Parfois, je pense, je pense que les Français ont été aussi un peu oppressés par cette communication. Mais au final, c'était le seul moyen de pouvoir apporter toutes les réponses aux questions, justement, qui se posaient. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Olivier Véran n'était pas très connu avant qu'il arrive au gouvernement. Vous avez dû faire ce travail pour le faire connaître, et plutôt avec succès, parce que si on en regarde les sondages, les baromètres, notamment dans celui de Paris Match, Olivier Véran fait partie des hommes politiques appréciés des Français. Il est assez haut, hein. Donc bravo pour ce travail. Mais c'est vrai qu'il a été pas mal identifié sur l'homme de la crise, l'homme de la gestion de crise. Comment sortir de cette image, le faire sortir de cette image, parce que
il est peut-être amené à prendre d'autres fonctions dans un gouvernement. Comment faire en sorte de travailler l'image pour qu'on voit que ce n'est pas qu'un homme de gestion de crise? Alors je pense que la première erreur à ne pas commettre, c'est le fait de se dire qu'on va réussir à gommer l'image de la gestion de crise Covid. C'est une crise, mais comme n'importe quelle crise, mais je pense que celle-ci d'autant plus. Vous n'avez pas le luxe de choisir est-ce que j'imprime un peu ou pas du tout. C'est forcément, vous y êtes. Et là, il n'y a pas de regret à avoir et il faut porter cette étiquette de crise Covid. Parce que dans la gestion de crise, il y a eu aussi des côtés positifs et donc ça vient aider votre image politique aussi. Pour moi, quand on veut faire une transition d'image, déjà, il faudra fermer le chapitre Covid. Ça, vous avez 36 000 idées pour pouvoir le faire. Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est une interview de fin? Est-ce que c'est où vous mettez fin à la séquence Covid? En tout cas, dans votre métier. Et puis, après, un silence. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le silence en communication. Et puis après, c'est l'autre fonction qui va permettre de créer un nouveau storytelling qui s'appuiera de toutes les façons, et quoi qu'il arrive, sur cette expérience de la crise Covid. Merci. Donc pour les communicants que vous êtes dans la salle, probablement, vous êtes forcément intéressés à tout ce qui s'est passé pendant cette crise Covid. Stéphane Fuchs a écrit un livre, La pandémie médiatique, avec 2 ans de recul. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les évolutions de communication, les évolutions de prise de parole des décideurs politiques, mais aussi d'une manière générale des décideurs par rapport à cette crise qui nous a tous chamboulés? Je pense que le premier des enseignements que l'État a tiré de sa gestion de la communication dans l'entrée de la crise Covid, c'est qu'il ne savait pas répondre à ces problématiques. D'abord parce que la communication n'est pas le sujet au cœur de la préoccupation des gens qui nous gouvernent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un sujet marginal, ils y mettent peu de moyens, peu de gens, quand ils ne considèrent pas qu'en fait, c'est un sujet vulgaire au sens où toute leur étude, leur formation les a préparés à répondre par écrit d'une manière rationnelle et qui fait qu'ils sont un peu désarçonnés quand on rentre dans un monde dans lequel on doit répondre par oral à un monde émotionnel. Et donc le passage de écrit rationnel à image émotion est un SWIFT auquel ils ne sont pas du tout préparés. 2, il y a un sujet de rapport au public. Dans la défiance des Français vis-à-vis de la communication descendante, il faut aussi lire le miroir de la défiance des élites vis-à-vis des Français. C'est pas neuf, hein, d'aller dire entrant de Munich et disant allez con, le pays des 350 fromages et du camembert, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans un système méritocratique dans lequel on est élite parce qu'on est sachant, parce qu'on a fait les écoles, l'idée que au fond il y a une différence entre les sachants et les non-sachants, et que donc il faudrait que la communication ce soit un exercice de la simplification. Et d'ailleurs, il y a eu des communicants pour croire à cette bêtise eux-mêmes et penser qu'il fallait juste faire sujet, verbe, complément et qu'au fond, comme on parlait à des imbéciles, il fallait parler bêtement. Un peu comme les parents qui font areux devant les enfants. Vous voyez, ça n'a jamais produit grand-chose. Hein. C'est pas comme ça que vous apprenez le langage à un enfant. Et le sujet, c'est que cette défiance, elle est en réalité réciproque. Et du coup, quand vous passez par des messages contradictoires, ce que j'ai raconté sur l'injonction contradictoire permanente dans la manière dont l'État a géré au moins au début de cette crise, le masque est inutile, donc il est obligatoire. Vous avez quand même un tout petit peu de mal à suivre. Au début, on vous dit il est inutile, puis finalement, on vous dit il est obligatoire. J'en passe et des meilleurs sur tous les sujets qu'on a connus. Évidemment, vous ne nourrissez pas la relation de confiance. Et puis, 2, peut-être, éléments pour prendre un peu de hauteur à tirer comme mise en perspective, on va dire, des conséquences de cette crise dans la communication d'État. La première, c'est que toute parole est confrontée aujourd'hui à sa mise en doute, y compris la parole scientifique. Et une des découvertes que le monde de la santé a pris brutalement dans cette affaire, c'est que, en fait, pour le public, il n'y a y compris plus de vérité scientifique. Alors, pour partie d'ailleurs, parce que des scientifiques ou prétendus scientifiques y ont participé eux-mêmes. On ne dira jamais suffisamment le mal qu'a fait le dingue de Marseille à l'image de la science et des médecins.
Dans la réalité, le fait que la recherche, qui est par nature l'expression d'une hypothèse, d'un doute, et donc qui peut se traduire par de la controverse, soit exposée dans les médias en temps direct, rend très compliqué, on va dire, les choses, puisque tout d'un coup, vous vous apercevez que vous avez 2 scientifiques, c'est égal à 3 opinions, quoi. Et donc forcément, le public est un peu perdu. Vous rajoutez à ça la dimension des réseaux sociaux qui enferment les gens dans une société complètement fracturée, dans lesquelles, très rapidement, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes plus confronté qu'à des gens qui pensent comme vous, parce que l'algorithme, en fait, vous ghettoise. Toute une partie de l'opinion publique s'est construit sur un référent qui n'était pas celui de la communication d'État, qui n'était pas celui de la parole publique, qui était celui de pensée alternative, comme disait notre ami Trump, ou de vérité alternative, quitte à ce que ces vérités alternatives soient des mensonges absolument grossiers. Mais démonter le mensonge, ça prend beaucoup de temps. Et puis, 3e élément, au fond, il faut avoir l'humilité et la modestie quand on est dans les médias, de dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Si on veut être crédible sur ce qu'on explique, il faut ne pas se transformer en singe savant ou en Wikipédia, comme disait un responsable politique, qui pense qu'il a réponse à tout. Il faut que, sur ce que l'on dit, on soit capable d'apporter des preuves, de faire de la pédagogie, comme le disait Ségolène, et de la démonstration. Mais il faut aussi reconnaître l'incertitude quand elle existe. Et reconnaître l'incertitude, pour moi, c'est le petit pas qui a manqué à la fin, qui est aussi reconnaître ses erreurs. Parce qu'au fond, si vous ne reconnaissez pas vos erreurs, personne ne considère que vous avez appris en avançant, parce qu'au fond, une erreur est pardonnable si vous dites « j'ai compris la connerie que j'ai faite et donc je ne vais pas la refaire ». Comme on dit, hein, une erreur avouée est à moitié pardonnée. Or, dans une partie de la posture de l'État, y compris à son sommet, qui consiste à ne jamais reconnaître qu'on s'est trompé, il y a quelque chose qui nourrit encore plus la défiance, parce que les Français pensent que forcément vous vous êtes trompé. Et donc, dire j'ai tout bien fait, ça ne rend pas crédible le je vais changer. Dire j'ai tout bien fait, ça ne rend crédible que le je vais continuer pareil, dans lequel l'éthos prend le pas sur le raisonnement et la raison. Donc, de cette crise, il y aura plein d'enseignements à tirer en communication. Mais le premier des enseignements, je pense que l'État l'a tiré, c'est qu'il faut aujourd'hui être dans un système qui est capable d'aller beaucoup plus vite pour produire des images et des émotions, pour parler d'une manière pédagogique, pour aider les Français à comprendre et non pas pour leur asséner des vérités. Et vous voyez toute la différence, et merci Ségolène, qui a été produite avec Olivier Véran, dans lequel on a fini par avoir des campagnes de publicité et d'information qui nous faisaient la publicité basique, mais au fond intéressante, de choses qu'on ne sait pas. Et je renvoie, pardon, et je terminerai avec ça, avec l'histoire des masques au début. Une partie du corps médical pensait sincèrement que le masque était dangereux parce que, comme on ne savait pas le porter, le masque pouvait nous donner un sentiment de protection qui faisait qu'on allait prendre encore plus de risques. Et on a tous assisté. J'ai voyagé en train il n'y a pas longtemps avec une dame qui avait mis le masque comme loup sur ses yeux pour dormir. J'ai failli faire la photo, mais je me suis dit non, je ne peux pas lui faire ça quand même. Je ne la connais pas, c'est trop méchant. Mais on a tous besoin de ça, parce que, évidemment, et tous dans notre vie tous les jours, parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on passe outre, on a des gestes qui sont des gestes dangereux et non précautionneux. Et si l'État est d'une manière bienveillante dans une posture d'explication et non pas dans une posture d'ordre, je vous rappelle la quintessence ayant été le truc en 12 chapitres, là, enfin en 12 points, qui nous l'auto-autorisation de sortir. On a oublié, mais il y a comme ça un best-of à faire qui est absolument formidable et qui est je promène mon chien. Alors il y a des gens qui sortaient avec leur laisse, j'ai perdu mon chien. Enfin bref. Le fait que ça oblige l'État à s'interroger sur le danger qu'il y a, à ce que la bureaucratie prenne le pas sur le bon sens, à ce que la norme et le process prennent le pas sur l'intelligence, est, je pense, possiblement un pas en avant et un progrès dans la communication de l'État. Et alors Bruno Jeudi, justement sur l'enseignement médiatique dont parlait Stéphane Fuchs. Ségolène n'est pas l'air complètement sûr qu'on en soit là. Si, bien sûr.
l'enseignement médiatique de cette crise Covid et des prises de parole, parce que c'était H24, 7 sur 7 sur les plateaux télé, dans la presse écrite, la radio, on n'a parlé que du Covid. Vous avez vu beaucoup de personnes passer sur les plateaux. Quel enseignement vous avez de ces prises de parole? Est-ce que vous avez vu des évolutions, des prises de parole à la fois des politiques, mais aussi, on en a parlé quand on préparait cette conférence, des experts qui sont venus sur les plateaux? Est-ce que la parole des experts n'a pas dépassé celle des politiques? Tous ces médecins qui sont venus sur les plateaux, sur BFM, toutes les 10 minutes, il y avait un nouveau médecin qui passait. Quel enseignement vous avez de ces prises de parole de nos décideurs? Bonjour à tous. Pour les journalistes et singulièrement pour les chaînes info qui ont eu un rôle majeur pendant cette période. Les éditions spéciales, c'est vieux comme la télévision. Il y a toujours eu des éditions spéciales, mais ça durait quelques jours, une prise d'otage. Il y a encore quelques années, ça pouvait durer 2-3 jours, rarement 90 jours, comme ça a été le cas pour le premier confinement, 80 et quelques, je crois. C'est-à-dire que tout à coup, moi j'étais en plateau le samedi qui a précédé le confinement. C'était la veille de l'élection et lorsqu'Édouard Philippe a pris la parole, il devait être à peu près 20h ou 21h. On est passé en édition spéciale, on était encore devisé sur les municipales qui avaient lieu le lendemain, je le rappelle. Et là, on est passé en édition spéciale tout à trac parce que Édouard Philippe venait d'annoncer que les cafés et restaurants fermaient à minuit impérativement. Et là, ça a donné le coup d'envoi quasiment d'une antenne qui ensuite a été consacrée exclusivement à la Covid, tout comme les autres médias aussi ont consacré l'essentiel de leur page. Je suis rédacteur en chef de Paris Match et à partir de ce moment-là, on a dû enchaîner 5 ou 6 couvertures consacrées à la Covid pour Paris Match, qui est aussi exceptionnel et qui montre que tout à coup, un seul sujet envahit l'espace médiatique et envahit l'espace médiatique. Et c'est surtout la surexposition de la parole scientifique qui du coup submerge tout. Aucun autre sujet n'avait voix au chapitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour une télévision, on en a parlé, je me suis amusé à calculer de mémoire. Tout à coup, vous avez à peu près en moyenne les directs pour une chaîne info, c'est grosso modo les invités à partir de 7h jusqu'à minuit. Vous avez des plateaux toutes les demi-heures qui tournent. Et donc, grosso modo, vous avez à peu près une soixantaine de scientifiques, professeurs de médecine, urgentistes, réanimateurs, médecins de ville, directeurs d'établissements hospitaliers qui vont se succéder pendant à peu près 80 jours. Et les programmateurs de toutes les chaînes info ont dû tout à coup remplir leur carnet d'adresses parce qu'en fait, ils n'avaient pratiquement aucun nom. C'est ça la brutale vérité. Et donc, vous avez eu une grande période du premier confinement. Vous avez rapidement, pour ceux qui sont spécialistes, je ne le suis pas, rapidement compris que vous alliez entendre un peu tout et n'importe quoi pendant quand même de nombreux jours. Et finalement, les télévisions, les chaînes info, d'abord ont dû renforcer rapidement leur service santé, qui en général dans les télévisions se résumait à une personne au mieux. En général, la personne qui incarne la santé dans un média grand public, c'est plutôt quelqu'un qui est spécialiste, qui connaît son domaine. Globalement, c'est plutôt des confrères et consorts de bonne qualité. Mais il y a un moment, même si vous êtes à l'antenne 10 heures par jour, il y a un moment où ça s'arrête. Donc il a fallu renforcer tous les services. C'est quelque chose aussi d'assez pratique. On a vu Margot de Fouville, une précédente conférence. Oui, Margot, c'était l'incarnation de la chaîne. Et Margot, rapidement, elle a eu 2 adjoints parce qu'il fallait bien aussi qu'elle se repose. Moi, j'étais à l'antenne avec elle tous les soirs jusqu'à minuit. Bon, elle était là beaucoup plus tôt le matin. Donc c'est simplement, il y a cet aspect-là. Ensuite, la deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, parce qu'évidemment, toutes les demi-heures, ça tourne. Vous avez à peu près, en fait, en plateau ou en visio, vous aviez une ou deux incarnations de la parole scientifique. Au fur et à mesure des confinements, on a vu aussi le tamis se resserrer. C'est-à-dire qu'il y a eu des acteurs que vous avez beaucoup vus pendant le premier confinement, vous n'avez pas revu au deuxième, pas été qualifiés pour le deuxième tour. Parce que aussi, il y en a qui ont dit beaucoup de bêtises. Et la chaîne aussi, quelque part, évidemment, les médias sont critiqués et c'est leur rôle. À la fois, les gens en avaient marre de voir la Covid à la télévision, mais les chaînes ne communiquaient plus sur les audiences tellement elles étaient indécentes. Donc vous avez aussi
ce paroxysme qui fait que voilà, les gens toute la journée vous regardent. Donc il y a eu une élimination naturelle des paroles défaillantes. Au deuxième confinement, vous avez des visages qui ont disparu. Et même au troisième, vous en avez d'autres qui ont disparu. Stéphane parlait du dingue de Marseille, donc Éric Raoult, où on peut en parler d'autres, professeur Perron et quelques autres, qui sont restés quand même qualifiés parfois dans certains médias à la deuxième fournée. Et ils sont partis que dans la troisième. Donc il y a eu cette évolution et chaque média a eu aussi son propre regard critique sur ses invités. Et vous avez des invités qui ont fait... j'allais dire, dès le deuxième confinement, et peut-être même dès la fin du premier confinement, il y a des visages qui sont devenus, qui ont incarné la parole scientifique dans les médias, que ce soit dans les médias audiovisuels, dans les médias écrits. Les réseaux sociaux, c'est encore autre chose, parce que je pense que quand on regarde à l'arrivée... les sondages qui ont été faits, je regarde beaucoup ça. Bon, j'en publie beaucoup dans Paris Match. Globalement, la parole scientifique, 84% des Français font confiance dans la parole scientifique. Mais le corollaire de ça, c'est que 4 Français sur 10 ont des tendances à croire au complot et à la conspiration. Donc c'est aussi le revers de la médaille. Et je pense que les Français ont découvert que, comme toute profession, eh bien, il y avait une controverse qui existait, mais avant la controverse, elle n'était pas publique, elle était dans les cénacles scientifiques, et là, elle s'est retrouvée en place publique, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Moi, je crois qu'il y a eu aussi du bon là-dedans, parce qu'au fond, les Français, on a fait œuvre de pédagogie, on a parlé d'essais cliniques, on a parlé d'un certain nombre de choses, et les Français ont découvert une partie de ce monde-là qu'ils ne connaissaient pas. J'allais dire, vaille que vaille, et à la guerre comme à la guerre, c'était quasiment obligatoire. Dernier point, s'agissant d'Olivier Véran, Ségolène en a parlé, j'ai fait entrer, dès sa nomination, Olivier Véran dans le tableau de bord des personnalités politiques des Français, et en un mois, il n'y a jamais eu ce phénomène-là. Sa notoriété, évidemment, a explosé, mais également, immédiatement, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il avait quasiment progressé de 30 points. Il était devenu deuxième ou troisième personnalité préférée des Français. Il a baissé un petit peu après, mais en 2 mois, il était devenu un des visages, évidemment, principaux de la figure du ministre, la figure aussi du ministre médecin, parce que ça aussi, je pense que ça a été un choix essentiel dans cette période. Et évidemment, comme homme politique, il est devenu, avec une notoriété maximum. Je partage assez l'avis de Ségolène sur le fait qu'il a fabriqué une image, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il a fabriqué une image dans un temps record, mais qui est liée au fait où il n'a pas calculé, au fond, il a étalé sans doute... bien conseillé peut-être par Ségolène, mais je le connais un peu parce que je le connaissais avant, c'était quelqu'un qui venait sur les plateaux comme député. Il a étalé à l'instinct, en fait, un peu dans cette affaire, assumant la mission sans calcul politique, parce que nous étions dans une période qui a toujours de la politique, surtout venant de moi, il y a toujours de la politique, je suis journaliste politique, mais c'est une période qui a dépassé... qui a bousculé tous les canons de la politique et surtout de la communication politique, à mon sens. Et vous parlez de ceux qui ont passé le premier tour, deuxième tour, les qualifications. Est-ce que ceux qui ont été qualifiés ou non qualifiés, vous avez senti l'ombre justement des spin doctors qui conseillaient ceux qui venaient sur les plateaux ou pas? Est-ce que peut-être... Non, il y a ceux qui se sont éliminés tout seuls parce qu'ils ont dit sur les plateaux. Ça, c'est incontestable. Et d'ailleurs, chaque média a eu sa propre analyse. Moi, j'ai fait la deuxième ou troisième semaine. Mon directeur de l'époque, qui en plus était marseillais, d'instinct, il m'a dit il faut qu'on fasse Raoult en couverture de match. On a fait Raoult en couverture de match très tôt. Mais quand c'était le Raoult, j'allais dire première époque et même première époque. À la fin de la première époque, on a fait je ne crois pas qu'on ait fait la couverture cette année, mais on a fait un papier qui n'était plus du tout le même papier par rapport à... Mais bon, voilà, il faut aussi... C'est ça aussi l'information en temps réel et dans un moment de crise inédite. Vous souhaitiez réagir, Stéphane? Non, juste... Pardon, c'est un élément d'information. C'est vrai que la crise de la Covid a eu une dimension anthropologique du point de vue médiatique. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un événement n'a capturé l'attention des médias audiovisuels comme celui-là. Pendant 80 jours, 90% des contenus d'information étaient liés à la Covid. Le reste, c'était la météo. Enfin, j'exagère, mais à peine. Pour vous donner un ordre de grandeur, on
11 septembre 2001, c'est 90% des contenus d'information audiovisuelle, mais pendant 3 jours. Donc jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu ça. La mort de Jacques Chirac, c'est 80% pendant 4 heures. Et dans un monde où tout s'accélère, etc., il y a eu là un événement, on va dire, de dimension anthropologique. On est resté sur un sujet et les télévisions qui essayaient de faire autre chose abandonnaient l'idée de faire autre chose parce qu'elles voyaient très clairement leurs audiences s'écrouler. Tu as d'ailleurs une expérience avec Olivier qui était géniale. Oui, c'était en sortie de conférence de presse. Non, il était encore en conférence de presse. Et on était relayé sur TF1 et France 2, en plus de BFM, les chaînes d'info. Et France 2 s'arrête parce qu'il est trop tard. Tout l'audimat part sur TF1. France 2 perd son audimat à partir de ce moment-là. Gaspard, donc maintenant vous êtes un petit peu détaché parce que c'est très agréable. Voilà, de tout ça. Et j'imagine que conseiller un président de la République, c'est encore particulier parce qu'on sait que la parole d'un président n'est pas du tout la même que celle d'un ministre. Ça doit être extrêmement complexe de devoir conseiller sur une prise de parole qui doit être très cadrée. Oui, tout d'abord bravo à Ségolène et à tous ceux qui ont travaillé pendant la gestion de cette crise parce que c'est évidemment très difficile. Moi j'en ai eu d'autres à gérer. Les attentats notamment de 2014 à 2017 et plein d'autres catastrophes, parce que François Hollande avait un talent certain pour attirer à lui les catastrophes et les problèmes et pas simplement la pluie. Et j'ai su à quel point c'était difficile de pouvoir le faire. Alors évidemment parce que la parole d'un président de la République est sacralisée, donc l'attente est extrêmement forte, mais aussi parce qu'il faut en permanence s'adapter aux circonstances. Alors, j'ai coutume de dire que c'est toujours délicat pour moi d'intervenir pour donner des conseils en matière de communication politique, puisque j'ai conseillé le seul président de la République qui ne s'est pas représenté à son élection après un premier mandat dans la période moderne. Mais bon, je peux vous donner un certain nombre de listes sur les erreurs à ne pas commettre, puisqu'on les a à peu près toutes commises. Et c'est vrai que si la communication n'a pas toujours été performante pendant la période dans laquelle j'ai été, de 2014 à 2017, pendant les périodes de crise, très paradoxalement, on s'est ressaisi, certainement parce que la gravité des événements faisait que tout ce qui avait créé du trouble dans la communication politique, c'est-à-dire les frondeurs, les atermoiements des uns et des autres, les hésitations, étaient mises de côté pour réagir à l'urgence. Et par exemple, François Hollande et Manuel Valls, qui ont eu une relation quand même assez complexe quand Manuel Valls était Premier ministre entre 2014 et 2016, ont été très unis, avec Bernard Cazeneuve aussi, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, pour gérer cette crise. Et j'en ai retenu 2 ou 3 leçons qui viendront compléter ce qui a été dit par les intervenants précédents. La première chose que j'ai retenue, c'est que la clé numéro 1, c'était quand même la transparence. Qu'il était ni possible ni souhaitable de cacher des choses en période de situation de crise. Un exemple, le 7 janvier 2015, quand il y a l'attentat dit de Charlie Hebdo, qui va être suivi du meurtre, de l'assassinat terroriste à Montrouge de Clarissa Jean-Philippe, puis de l'attentat de l'Hypercacher, au bout de quelques heures, on retrouve la carte d'identité d'un des 2 terroristes dans une voiture. Et on se dit, c'est une information sensible, on va la garder pour nous. Et puis, comme ça, on va pouvoir mener une enquête. 5 minutes plus tard, littéralement, l'information était sur BFM. Parce que, évidemment, un policier avait parlé à une source, qui avait parlé à un journaliste, etc. Et donc, on a décidé d'inverser la charge de la preuve en se disant, bon voilà, tout va se savoir. La question, c'est à partir de quand. Et surtout, on a intérêt à intervenir nous-mêmes en premier pour cadrer l'information. C'est la première chose. La deuxième chose qu'on a retenue, c'est la capacité à reconnaître ses erreurs et à dire la vérité, même quand elle n'est pas facile à entendre. Là, pour le coup, j'ai reçu beaucoup de leçons de communication politique de quelqu'un que Stéphane connaît bien, Manuel Valls. À chaque fois qu'il était interrogé sur les attentats, on lui disait s'il y a un attentat, quand même, c'est qu'il y a dû avoir un problème. Il dit oui, bien sûr, il y a eu une faille. Parce que notre devoir, c'est de protéger les Français. S'il y a un attentat, c'est-à-dire qu'on a failli à notre propre mission. Il commençait toujours par dire ça. Puis après, on lui posait la question, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura plus d'attentats à partir du moment où vous avez pris toutes les mesures? Il dit non, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y aura d'autres attentats. On ne sait ni quand ils vont intervenir, ni leur gravité, ni leur mode opératoire. Après, notre devoir, c'est de tout faire pour vous protéger. Ça rejoint ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une communication de crise, il faut assumer ce qu'on sait comme ce qu'on ne sait pas, et l'incertitude. Alors évidemment, ce n'est pas très agréable pour une femme ou un homme politique de reconnaître qu'il ne sait pas tout, qu'il ne peut pas tout, parce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques sont persuadés que s'ils font ça,
ils vont être décrédibilisés. Alors, on a envie plutôt de les envoyer chez un psychanalyste que chez un conseiller en communication, mais la réalité, c'est qu'on inspire confiance que quand on est honnête avec les gens et authentique. Et ce sera ma troisième remarque. Moi, le conseil que j'ai toujours donné à François Hollande, et je l'avais donné aussi à Laurent Fabius, c'était pas simple non plus, et à Bertrand Delanoë, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, c'est qu'aujourd'hui, les téléspectateurs, les auditeurs décryptent très facilement les ficelles de communication. Et ce qu'ils aiment, c'est l'authenticité, et en tout cas la spontanéité. Et François Hollande, parce qu'il est très intelligent, souvent se posait trop de questions quand il devait aller dans les médias. Il réfléchissait toujours à 27 bandes, à ce qu'il devait dire, la façon dont il devait être, etc. Il n'était pas très à l'aise, contrairement à d'autres, comme Nicolas Sarkozy. Quand il va à la télévision, on sait qu'il est naturel. Il dodeline et il roule tellement des épaules qu'on se dit que ça ne peut pas être inventé. C'est forcément spontané. François Hollande, lui, se coince un peu. Et le jour du 13 novembre 2015, donc il a eu 130 morts, 131 maintenant, 400 blessés, il doit lui faire une allocution vers minuit. Et il avait écrit quelques notes et je lui ai dit, mais mets de côté ce papier et parle vraiment avec le cœur. Et c'est vrai qu'il était arrivé, ses premiers mots étaient « c'est une horreur ». Il y a des gens qui ont mal réagi à cette phrase en disant « mais il a l'air de paniquer ». Et moi, je suis persuadé de l'inverse. Je suis persuadé que le fait, dans cette situation-là particulière dans laquelle Paris et Saint-Denis étaient feu et à sang, de réagir avec de l'émotion, c'est quelque chose de très souhaitable. Et ça sera mon mot de conclusion, parce que, comme on dit une nouvelle fois sur ce que disait Stéphane, il y a quelque chose qu'on n'apprend pas à l'ENA, c'est à être naturel et à dégager ses propres émotions. Or, c'est essentiel, parce que si vous donnez le sentiment d'être simplement clinique et méthodique, scientifique dans votre communication de crise, les gens le perçoivent automatiquement, et surtout, ils vous trouvent inhumain. Et une des clés de la réussite, je pense, de la communication d'Olivier Véran, c'est qu'il y a plein de moments, visiblement, il ne s'est pas posé la question de son ton, juste il cherchait à être clair, compris, sans chercher à jouer un rôle, parce que quand on joue un rôle, ça se voit toujours. Ségolène, Gaspard parlait de transparence. Comment on fait quand il y a tous ces complotistes, ces anti-vax qui disent tout et n'importe quoi, comme disait Stéphane? Comment on fait pour communiquer? Le ministre, comment il a réagi par rapport à tous ces complotistes qui pouvaient d'ailleurs contredire probablement ce qu'il disait lui-même? Je pense qu'en toute honnêteté, ça a été un des moments les plus compliqués, notamment avec l'arrivée du professeur Raoult. Parce qu'on était quand même dans l'urgence absolue. Et là, on commence à avoir des figures de personnes qui, on peut avoir l'impression à ce moment-là, nous sapent le boulot, en fait. Parce qu'en fait, ils prennent de la place sur les ondes, les informations ne sont plus aussi claires, et puis il y a des contre-vérités qui naissent. Sur les réseaux sociaux, c'est un combat. Vous n'allez pas le mener comme vous menez la gestion de crise, parce qu'il y a un moment donné, il faut rester concentré. Nous, très vite, on a pris le parti pris de se dire que le ministre n'était pas une chèque de fake news, c'est-à-dire qu'il n'allait pas tweeter à chaque fois qu'il y avait une fake news pour expliquer dans un thread pourquoi, etc. Mais par contre, on a beaucoup joué sur nos ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des médecins en qui on avait confiance, on leur demandait d'aller sur les plateaux pour essayer de... Voilà, on a eu un énorme travail avec les journalistes. Je rends hommage à la cellule de com de crise de l'administration qui était peuplée de 20 jeunes qui avaient des foires aux questions avec des réponses qu'on validait tous les soirs à minuit pour que dès qu'un Français ou un journaliste téléphone, on puisse leur donner l'argumentaire et essayer de tuer comme ça les fake news. Après, en soi, c'est mon avis, je pense qu'il ne faut pas se mettre en tête de se dire qu'on va réussir à tout casser. Voilà, on n'y arrivera pas. Donc il faut garder cette ligne directrice et être capable de prendre la parole au bon moment et de revenir en disant voilà pourquoi ça c'est faux. Et je me rappelle, c'était au tout début de la crise, c'était le Doliprane. Parce que qui dit crise dit que vous n'avez pas le temps quand même, vous ne savez pas forcément l'information tout de suite. Et c'était un dimanche à l'heure du déjeuner où le ministre m'appelle et me dit bon, il va falloir dire aux Français de ne pas prendre de Doliprane. Ok. Et ça commençait à partir sur Twitter dans tous les sens. Tout le monde y allait de son expertise médicale. C'était pire que Doctissimo, quoi. C'était impressionnant. Et finalement, on a enfin l'information validée qui arrive et qui nous dit qu'effectivement, il faut qu'on dise aux Français de ne pas prendre de Doliprane. Et je crois que c'est le tweet qui a le plus marché de la première vague. Voilà. Ouais.
Revenons sur la profession de spin doctors. Stéphane, comment on forme un spin doctor? Je sais que Havas en forme beaucoup. Il y a beaucoup de chez vous qui partent dans les ministères pour conseiller. C'est quoi, comment on forme? Quels sont les bons spin doctors? Ceux qui passent par Havas, évidemment, mais... Non, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un spin doctor? Alors, allons-y. Pour essayer de... C'est au fond quelqu'un qui va aider le décideur à comprendre ce qui est en jeu quand il s'exprime ou quand il ne s'exprime pas, parce que je rejoins ce que disait Ségolène, la communication politique est l'une des rares disciplines de com où on peut faire du bruit avec le silence, et où il faut savoir manier l'arme du silence. J'ai entendu une fois Pilan dire à Mitterrand, quand on n'a rien à dire, faut-il le faire savoir, parce qu'il y avait la volonté de faire une émission sur un plateau. Et j'ai toujours gardé cette maxime comme une règle absolue des reins de la com. Faire du bruit pour faire du bruit, ça n'a aucun intérêt. Ça veut dire que le bon communicant politique est un polymorphe, parce qu'il doit maîtriser plusieurs disciplines pour être le passeur, on va dire, entre... Je sais pourquoi. Il doit comprendre d'abord l'objet de son client, donc il doit comprendre la politique. C'est mieux qu'il ait un peu baigné dedans, parce que quand tu conseilles sur des sujets que tu ne comprends pas, la probabilité de faire des conneries augmente évidemment. Il doit comprendre l'opinion. Donc il y a une dimension sociologique. Je suis très frappé, moi, de voir que la dimension étude d'opinion a déserté, on va dire, l'appareil d'État. Chloé Morin a été la dernière conseillère opinion quand elle était à Matignon. Il n'y a plus vraiment de conseiller opinion depuis. Et c'est les sondeurs, même si c'est des gens tout à fait remarquables, qui présentent eux-mêmes leurs études, ce qui pose quand même un petit problème sur, à un moment donné, comment tu fais la synthèse entre les quanti et les quali, et comment est-ce que tu lis les choses et que tu les mets en perspective. La dimension sociologique de la communication politique, elle est clé. La dimension médiatique, c'est-à-dire comprendre les médias, leurs usages, leurs règles, comment on va faire avec, tout en sachant qu'on n'est pas l'ami des journalistes. On est un autre métier, on est complémentaires, on peut même parfois être dans la confrontation. J'ai vu beaucoup trop de communicants penser à faire plaisir à un journaliste pour nourrir leur réseau, plutôt que de penser à l'intérêt de leurs clients. D'abord, il faut souvent savoir dire non. Et donc penser qu'on est les BF des journalistes, c'est une imbécilité. C'est une imbécilité. Et puis, il faut penser le temps court et le temps long. Et c'est probablement ça qui est le plus difficile. Un conseiller en communication est fort quand il répond à la question qui ne lui a pas été posée. Et c'est ça le vrai sujet. Parce que quand on fait le lien entre le temps court et le temps long, quand un ministre voudrait s'échapper de son sujet et qu'en fait il ne peut pas s'échapper et qu'il faut l'aider à lui faire comprendre qu'en fait le sujet s'impose à lui et qu'il va falloir qu'il aille jusqu'au fond de ce sujet parce que de toute façon c'est comme ça. Ou penser une crise dans sa mise en perspective. Regardez ce qui s'est passé sur la guerre avec l'Ukraine et la Russie. C'est très intéressant de voir ce sentiment de courir après qu'on a parfois dans la communication des politiques ou dans la communication de l'État et la gestion des contradictions de ceux qui ont été assertifs pour dire des conneries. La farandole de ceux qui sont allés à la télé pour dire que jamais la Russie n'envahirait l'Ukraine mérite en soi un best-of de la bêtise. Ils sont formidables. Il faudra les ressortir en fin d'année. Et donc penser le temps long et donc penser le risque du dire n'importe quoi. Et puis enfin, comme pour toute marque, je sais que les gens détestent ce qu'on dit pour la politique, hein, comme pour toute marque, il faut penser les invariants d'une marque, c'est-à-dire il faut penser ce qui nourrit l'originalité d'un personnage politique, c'est-à-dire quels sont ses fondamentaux, qu'est-ce qui fait qu'il est différent. Et nourrir un rapport à la confiance. La confiance, ça ne suffit pas. Gaspard le disait très bien tout à l'heure à propos de l'enjeu de la transparence. Mais la confiance, ça ne suffit pas. Parce que la confiance, ça peut être chiant. C'est-à-dire celui qui... c'est un prérequis. Je dis toujours, moi, la confiance, c'est un peu comme les figures imposées au patinage artistique. Vous voyez le truc que vous voyez jamais à la télé. Mais quand la compétition des figures libres commence, il n'y en a plus que 3 ou 4 qui peuvent gagner des médailles. Et vous ne savez pas pourquoi il y en a 3 ou 4, parce que vous savez vaguement, il y a un truc qui s'appelle les figures imposées, mais c'est tellement pénible les figures imposées qu'on ne vous les montre jamais. Et bien en communication politique, c'est pareil. Si vous n'acceptez pas les figures imposées, nourrir une relation de confiance dans la durée, ne pas raconter de conneries aux gens, être transparent quand il faut l'être, ou en tout cas à minimum ne dire que des choses qui sont vraies,
Donc, si vous ne vous projetez pas dans le long terme d'une relation de confiance, je suis toujours surpris, moi, des politiques qui disent ils ne me font pas confiance, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont menti sur le programme, menti sur. Enfin, ils ont passé leur temps à mentir, et puis après, ils sont là. Mais pourquoi ils ne me font pas confiance ? Arrête de mentir. Il y a une dimension de ce qu'on construit dans la durée. Voilà. Et puis, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, réviser complètement le logiciel de communication. Ils font de la communication à la Poutine, au sens froide, institutionnel, puis après avec des armées éventuellement pour démultiplier le message. Ça ne fonctionne pas, et vous voyez bien qu'avec un téléphone portable et du contenu, vous êtes plus fort qu'une armée de trolls. Parce que la règle numéro 1 de la communication politique, c'est content before distribution. Le contenu avant le volume. Quand un contenu est fort, il s'impose. Donc pensez le contenu. Le sujet, c'est pas d'aller sur TF1 pour aller sur TF1. C'est penser le contenu, penser l'image qui reste. Voilà, donc c'est un ensemble de règles très complexes. Et puis après, c'est de l'expérience et du sang-froid, parce qu'il y a un truc, et on peut le dire, parce que quand vous êtes confronté à ce que Gaspard a connu ou à ce que Ségolène a connu, vous avez des caractères qui tiennent et des caractères qui ne tiennent pas. Et la communication politique, et notamment la dimension de crise dans la communication politique, ça se fait avec des gens qui savent tenir, qui absorbent le stress qu'il y a autour, mais qui ne partent pas en toupie. Et on en a connu des qui partaient en toupie. Stéphane, dans vos conseils, vous disiez que le journaliste n'est pas forcément un ami. Et Bruno Jeudi, on a toujours tendance à avoir le fantasme de se dire il interviewe, il a tous les politiques qui lui parlent, il doit savoir plein de choses. D'ailleurs, c'est peut-être les spin doctors qui jouent de ces jeux, de dire peut-être que le futur Premier ministre, ça va être ça, et pour que sur les plateaux, quand on vous demande, c'est votre rôle d'ailleurs sur les plateaux de BFM, de commenter un peu l'actualité politique, de donner du off. Est-ce que ce n'est pas des informations qu'on vous donne pour que sur les plateaux, ces noms circulent et voir un petit peu comment l'opinion publique réagit ? Est-ce que ce n'est pas des jeux entre justement les conseillers qui vous donnent du off ? Bon, moi, je détacherais la question des remaniements, des nouveaux gouvernements, où là, il y a aussi une dimension name dropping, jeu. À un moment, soit vous vous dites, bon, j'ai pas beaucoup d'infos sur ce moment-là, et donc je rentre dans le jeu du name dropping. Ça dépend aussi de quel média vous représentez. Moi, j'ai été longtemps au Quotidien, au Parisien, au Figaro, où là, j'ai dû nourrir des papiers quotidiens pendant des périodes de remaniement ou de nouveaux gouvernements. Voilà, donc soit vous décidez de jouer ce jeu-là, soit vous êtes assez prudent et vous avez aussi votre propre crédibilité que vous construisez sur le temps. Donc voilà, si vous commencez à raconter un tel va être Premier ministre et puis qu'à chaque fois vous plantez, bon, finalement, vous savez, c'est un milieu qui n'est pas très grand et on finit par se dire, celui-là, il raconte beaucoup d'histoires. Donc après, c'est aussi chaque journaliste construit sa propre crédibilité. Mais les histoires de remaniement et de nouveaux gouvernements, j'allais dire, c'est tellement particulier, voilà, chacun l'appréhende. J'avoue qu'avec le temps, peut-être parce que maintenant je commence à avoir beaucoup de cheveux blancs, je rentre un peu moins dans ce jeu-là. Vraiment, quand je suis sûr d'une chose, je peux l'affirmer. C'est vrai que j'aurais pu me planter, mais j'ai toujours dit que ce serait Borne qui serait Premier ministre. Bon, voilà, j'aurais pu aussi me planter, puisque manifestement, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais c'est aussi ça, il y a aussi un peu une part de chance. En revanche, pour la période des crises, que ce soit celle que Gaspard a décrit, la période des attentats, qui a été pour le coup une période que j'ai vécue en première ligne, beaucoup pour Paris Match pour le coup, avec Gaspard, avec tous les gens qui travaillaient autour du quatuor de cette période, qui était le président, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, puisqu'il y a eu toute cette période, souvenons-nous, où on avait vraiment la communication était concentrée dans quatre personnalités, et avec une communication qui avait été assez bien pensée, et au fond, à chaque message, il y avait une personne qui montait. Mais là, vous êtes en plus dans de l'institutionnel pur, avec du régalien. Donc le régalien impose aussi d'autres règles pour les journalistes, parce que là, c'est pas la communication, j'allais dire les communicants de ces quatre personnalités. Il y a aussi tout l'environnement militaire, policier. Il y a aussi tout cet environnement-là qui font qu'il y a aussi d'autres catégories de journalistes. C'est pas que moi, dans ce cas-là, il n'y a pas que le journaliste politique, mais aussi les spécialistes. Donc c'est un univers particulier. Pour ce qui est de la santé, là, pour le coup, on était presque tous à zéro, puisque pratiquement, je pense, Ségolène ne dira pas le contraire, aucun
éditorialiste, habitué des plateaux télé, journaliste politique, n'y connaît quelque chose à la santé. Globalement, on peut dire ça comme ça, Ségolène, c'est à peu près vrai. Bon. Moi, j'avoue que j'aurais jamais imaginé passer 80 jours de suite à la télévision, assis à côté de Bruce Toussaint tous les soirs, à interviewer des médecins, des professeurs, des chercheurs et pratiquement une seule personnalité politique, Olivier Véran, puisqu'en fait la parole a été concentrée à travers la personne du ministre de la Santé, et il y avait les conférences de presse du Premier ministre, et puis les prises de parole régulières sous forme d'allocution, puisqu'il n'a pas fait d'interview pendant toute cette période du président de la République. Finalement, c'était une communication à trois niveaux, et notre interlocuteur devenait pratiquement que le ministre de la Santé, puisque dans cette période, on peut dire que les porte-paroles, tout ça, n'ont pas pesé beaucoup. Donc c'était c'était aussi une difficulté pour les médias, que ce soit médias écrits et évidemment BFM TV. Donc dans ces cas-là, vous redevenez, j'allais dire, presque un journaliste pour ce qui est de la télévision quand vous êtes à l'antenne. Vous redevenez, j'allais dire, à l'essence même du journaliste, qui est de poser les questions simples, les questions que se pose le public. Et au fond, je sais qu'à BFM TV, il y a eu une idée qui était assez géniale, j'ai trouvé, alors je défends un peu cette chaîne, mais évidemment, c'était des chroniqueurs de la chaîne se relayaient toute la journée pour relayer les questions des Français et répondre à des questions qui étaient tous les jours très différentes, évidemment qui s'adaptaient en fonction des périodes de confinement, de sortie de confinement, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, des questions scientifiques. Et ça, c'était quelque chose et c'était toutes les heures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Donc on a adapté aussi au pays. Et puis, quelque part, c'est un moment revenir à l'essence même du journaliste, qui est d'abord, avant de blablater sur les plateaux télé, de simplement faire de l'info. Et il faut revenir, à mon avis, dans ces moments-là, à notre métier d'origine, qui est faire de l'info et essayer, dans une période compliquée, avec, je l'ai dit tout à l'heure, la notion de controverse médicale et de scientifique qui s'étale sur la place publique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et les Français eux-mêmes ont découvert ça. Et la plupart des gens de télévision ont aussi géré ça. Avant, c'était géré dans les rubriques spécialisées du Monde ou du Figaro, pour faire simple, ou de quelques revues spécialisées. Et là, vous avez eu ça à gérer. Et ça, c'est un élément, je pense, qui... Il y a une commission qui a été, le président de la République et le gouvernement, je ne sais plus sous quel gouvernement, je ne sais pas si c'est Philippe, ou la commission Bronner. Voilà, commission Bronner, Gérald Bronner, sociologue, a été chargé par le gouvernement de réfléchir justement à toutes ces questions de fake news, de complot. Donc, en gros, là, on avait surnommé un peu cette commission les Lumières à l'époque du numérique sous la Covid, puisqu'en fait, c'est ça qui a été... et c'était assez intéressant de réfléchir un peu. Donc, il y a eu un premier travail de réflexion qui a été mené. Je vous invite, si vous voulez regarder, à regarder les conclusions. C'est assez intéressant et édifiant de la capacité des fake news sur le domaine scientifique à se répandre évidemment plus rapidement que les informations du gouvernement. Et ça, c'est... Alors évidemment, les médias, on a notre part là-dedans de responsabilité, mais s'agissant des réseaux sociaux, c'est une autre affaire. Quand même, dans cette affaire, Ségolène est passée assez rapidement. Moi, je trouve qu'il y a quand même eu une leçon, c'est-à-dire que ce qui s'est passé sur les chaînes info, bon voilà, avec les 30 millions de Français qui regardent tous les jours, et puis il y a ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, pour l'un parfois nourrissant l'autre. Hein. Et c'est quand même un élément, et ça n'ira pas en diminuant. On nous dit qu'on aura une autre pandémie dans 6 ou 8 ans. J'imagine, du mal à imaginer le monde médiatique dans 6 ou 8 ans. Ce sera le tome 2 de Pandémie médiatique, peut-être ? Sous l'angle des leçons de communication à tirer, mais en tout cas, les médias en ont tiré certaines. On voit que pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sur l'identification et le recrutement des experts, ils avaient fait le travail. Vous voyez la différence, la qualité des experts qu'il y a, notamment sur BFM. Alors, on voit qu'il y a quand même un boulot formidable qui a été fait pour ne pas être pris au dépourvu et le faire à la dernière seconde, comme ça s'est produit pendant la crise du Covid. Et donc ça impose aussi des règles de fonctionnement qui sont nouvelles aux journalistes.
Ça impose à l'État de s'interroger sur comment d'abord faire le REX, le retour d'expérience sur cette crise en matière y compris d'organisation de l'État, de sa communication, de la capacité à mener une campagne vaccinale, des campagnes d'information. Et donc, c'est des sujets qui sont intéressants. D'ailleurs, je voudrais juste noter un point positif, parce que j'ai fait un livre assez critique, donc ça me donne le droit de souligner les points positifs. L'État a su s'ouvrir aux innovations qui étaient portées par d'autres, notamment sur les applis. On a vu tout l'agrégateur qui était fait sur le Covid. Au lieu de le traiter comme ça, l'État a su l'intégrer. Et donc, il y a un moment donné où ça bouscule, on va dire, l'ordre établi, le process et le fonctionnement du on réinvente tout et on fait tout nous-mêmes et par nous-mêmes. Donc, j'espère, allez, on va être positif, j'espère que l'État aura tiré de cette crise des leçons. On voit sur un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre, le Paris Campus Santé par exemple, une volonté de créer de la transversalité, de la modernité, de faire du mélange public-privé, et donc de sortir des idées reçues pour faire avancer différemment le sujet. On voit aussi quand même que l'état dans lequel les professions de santé et le système de santé français sort de la crise du Covid oblige à ce que ça continue à être une priorité du gouvernement qui vient. Gaspard, sur la profession de spin doctors, donc on est conseiller, on conseille sur les prises de parole, donc normalement on sait bien faire son job. Est-ce qu'on peut devenir calife à la place du calife ? Je ne suis pas sûr. Déjà parce qu'il y a plein de profils différents chez ces spin doctors qui ont été si bien décrits par Stéphane tout à l'heure. Il y a des gens qui ont été formés à la communication, qui en ont fait toute leur vie. Il y a beaucoup d'anciens journalistes qui ont basculé de l'autre côté du miroir. Puis il y a des gens comme moi ou d'autres qui ont eu d'autres parcours, d'autres formations auparavant, en droit, en économie, et qui ont une approche plus sectorielle au départ. Je pense que cette diversification continue d'ailleurs de plus en plus à mesure que les réseaux sociaux et le numérique prennent de l'importance. Il faut d'ailleurs veiller à ce que le travail de communicant et de spin doctor ne devienne pas un travail uniquement technologique. Il y a un peu cette mode dans les agences d'ailleurs de conseil en communication, pas chez Havas évidemment, de considérer que tout ça ne serait que des questions d'algorithme. Et c'est un peu véhiculé aussi par les médias, parce qu'on parle beaucoup de la Russie, du mouvement 5 étoiles en Italie ou de Trump qui se sont beaucoup appuyés sur les algorithmes. Moi, je pense comme Stéphane que ce qui compte, c'est le contenu plus que sa distribution, qu'elle soit médiatique ou algorithmique. Mais on est quand même de moins en moins à le penser, donc il faut y faire attention. Quant au devenir des spin doctors, moi, à titre personnel, j'ai essayé de passer de l'autre côté avec beaucoup de succès parce que je n'ai pas été élu. Et j'en suis arrivé à la conclusion que j'étais mieux pour conseiller dans l'ombre et donner mon avis de temps en temps quand on me le demandait, comme tu as la gentillesse de le faire aujourd'hui. Et c'était finalement beaucoup plus confortable parce qu'en fait, on est certainement plus libre. En réalité, moi, je vais peut-être défendre les hommes et les femmes politiques. C'est très difficile d'être un dirigeant politique aujourd'hui. Parce que déjà les conditions de travail sont plus difficiles qu'on peut l'imaginer. Alors il y a un grand moment de satisfaction dans la vie politique, c'est quand on gagne une élection ou quand on fait campagne, parce que là je pense qu'on est au sommet de sa satisfaction narcissique. Après, dans l'exercice du pouvoir, c'est souvent plus difficile. On a relativement peu de moyens pour agir et on est universellement détesté par les observateurs. Alors, on ne va pas plaindre les hommes et les femmes politiques. Personne ne les a obligés à faire cela. En revanche, je pense que la condition de femmes et d'hommes politiques devient de plus en plus difficile. Surtout qu'une fois que vous avez terminé une crise, la gestion d'une crise, en général, on vous tape sur l'épaule, on vous dit merci et à bientôt. Et très vite, le trou dans l'eau sur vous se referme. Et contrairement à la chanson de Brassens, vous n'avez plus d'amis derrière. Hein. Donc, c'est très difficile. Moi, plutôt que l'après des spin doctors, je pense qu'il faut plus penser à l'après des hommes et des femmes politiques. Olivier Véran, je lui souhaite d'être réélu à Grenoble, une ville qui est chère à mon cœur. Et je lui souhaite aussi de rester ministre. Mais tous les ministres ne vont pas pouvoir rester ministres. Hein. D'ailleurs, Bruno va pouvoir nous dire bientôt qui va être ministre, j'espère. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il faut aussi avoir du respect pour eux. Et justement, Ségolène, même question, peut-on être qualifié ? J'imagine qu'il y a des moments où on a dû vous demander de prendre la parole et que c'est systématiquement un refus et que vous êtes plutôt dans l'ombre et pas dans la prise de parole médiatique.
En tout cas, sur ce poste au ministère de la Oui. Santé. Non, je pense que c'est une discipline en fait pour chaque conseiller com. Je pense que la question est bonne parce que c'est la question, on arrive tous à un moment donné à se la poser. En se disant à donner 15 heures par jour à quelqu'un, à le servir, à l'accompagner, etc. Je pense qu'il y a forcément un moment donné, on se dit pourquoi pas nous. Voilà. Et d'ailleurs, c'était le livre d'Olivier Faye, je crois, sur Marie-France Garot, qui exposait très très bien cette question. Et on voyait bien que sous-tendait derrière l'envie de passer dans la partie sphère publique. Moi, en tout cas, je l'ai vécu, je le vis comme une discipline, c'est-à-dire que je n'existe pas. Et que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Google, que ça soit dans des interviews, que ce n'est pas moi et je n'ai pas à être... voilà. Parce que, en fait, je pense que vous servez votre ministre et vous le protégez. Et si vous vous mettez dans la lumière, ça peut être aussi une faille pour lui. Donc la seule personne qui a la parole officielle, c'est lui. Je pense qu'en même temps, on doit parler du métier. C'est-à-dire que je vous rejoins complètement sur la dimension berceau, parce que quand on ne parle pas, on laisse le mythe s'installer avec une part d'ombre qui est grandissante, parce que puisqu'on n'explique pas, c'est donc que le conseil en communication fait tout. Il est le Rasputin qui à la limite prendrait le pouvoir à la place de celui qui le conseille. Or, c'est nécessaire de le faire. Comme c'est nécessaire de savoir être critique ou lucide sur les campagnes, parce que on peut gagner avec une mauvaise campagne. On regarde la dernière présidentielle, ça restera pas un exemple de campagne électorale, et on peut gagner. Et alors après tout, une fois que j'ai dit ça, j'ai peut-être dit une connerie, parce que l'important c'est de gagner. Et donc une campagne qui gagne, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et donc vous voyez, on est obligé à un moment donné de faire du relatif et de l'intégrer. Il n'en demeure pas moins que la marche funèbre pour l'arrivée au Champ de Mars, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure séquence de com à laquelle j'ai assisté de ma vie, mais ça n'a pas d'importance. Il est élu, et donc bravo à ceux qui ont fait, la campagne, parce que c'est ça qui est excitant dans le métier du spin doctor et dans la communication politique, c'est que quand je fais un lancement de voiture et que j'ai un objectif de faire 4% de part de marché, si je fais 3,9, c'est pas hyper grave. J'ai rarement été viré pour avoir été à 0,1% en dessous du KPI qui avait été fixé sur la part de marché. En campagne électorale, à 49,9, t'es un crétin. Et à 50,01, t'es un génie. Et donc, il faut accepter cette dimension de stress, mais qui est aussi... Vous ne faites pas ce métier si vous voulez ne plus recevoir de mails après 18 heures, ne pas être dérangé la nuit, ne pas vous réveiller en sueur en vous disant « Putain, j'ai fait une connerie ». C'est-à-dire que si vous n'aimez pas le stress et l'adrénaline, faites autre chose. Je voulais juste dissiper, malentendu ou pas, peu importe, par rapport à ce qu'a dit Stéphane, et puis il y a Ségolène qui est à côté, puis bon, Gaspard. Ségolène et Gaspard, et j'ai évidemment eu des contacts avec eux, esqualité. Stéphane disait, puisque je m'adresse à des communicants, Stéphane disait, vous n'êtes pas là pour être les meilleurs amis des journalistes. C'est vrai, il a raison. Cela étant, ça n'empêche pas, moi c'est ma pratique, de la cordialité. Moi je connais la pression qu'ils subissent, ils connaissent la mienne. L'urgence, ça dépend de la casquette que j'ai quand je les appelle. Donc je pense qu'on peut arriver, moi ça fait 25 ans que je suis journaliste politique, bon, j'ai en plus sous différents pouvoirs, avec différents profils, parce qu'à chaque fois c'est des profils différents. Je pense qu'on peut à peu près vivre de manière civilisée, encore pour l'instant, je ne sais pas si ça durera, de manière civilisée, parfois en ayant des coups de gueule, ça peut arriver. Moi ça m'est rarement arrivé, mais bon voilà, ils ne sont pas contents. Oui, effectivement, Paris Match, on a traité les choses comme ça. Moi, BFM, c'est un peu différent, parce que BFM, mon rôle est d'être éditorialiste, donc là, pour le coup... Mais pendant la crise sanitaire, moi, j'avoue qu'il y avait aussi une dimension info, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça m'est arrivé plusieurs fois avant des conseils de défense importants et des annonces. On sait qu'il va y avoir une séquence annonce, le président va prendre la parole, ou il va y avoir une conférence de presse. Alors, pas pendant la première période du Covid. La deuxième, j'avais commencé un peu à faire ça. Je me souviens, les semaines commençaient. Je me disais, bon voilà, mardi, mercredi ou jeudi, il va y avoir des annonces importantes du gouvernement, nouvelles restrictions, où on va libérer un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, vous avez 3 jours d'infos qui partent dans tous les sens. Et donc là, évidemment, c'est la chasse à l'info.
Et moi, je me disais tout le temps, bon, là, je suis à l'antenne, je vais être à l'antenne 2 heures. Bon, il y a 2 solutions. Soit tu racontes des conneries pendant 2 heures, parce que tu ramasses tout ce qui traîne, toutes les pigeons là, qui passent au-dessus de ta tête, tu les prends, pop, pop, pop. C'est à l'usage que je me suis amusé à faire ça. Soit, bon, tu envoies des SMS à l'Élysée, à Matignon, enfin, moi, quand on est vraiment sur les infos. Bon, je vais dire une connerie ou pas, si je dis ça ou pas. Bon, j'avoue que par moment, là, on est un peu. Il y a aussi l'idée que la parole va être assez forte le soir à BFM, et je me disais, j'ai pas envie de dire des conneries, ça va durer encore des mois cette histoire-là. Donc, bon, voilà. Donc, je lançais ça. Est-ce que ça, je dis vraiment une énorme erreur si je dis ça? Et donc, je me souviens souvent, successeur de Gaspard ou à Matignon, voire parfois au ministère de la Santé, me disant tu vas dire n'importe quoi. Donc, plutôt que de dire n'importe quoi, on s'abstient, on n'a pas l'info, on s'abstient. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois pendant la période de toute. Enfin, c'était, je sais pas, c'était à peu près une fois tous les mois, ou on rentrait dans cette phase où tout à coup, pendant 3 jours, ma corporation va chercher à savoir est-ce que les restaurants, est-ce que c'est tous les restaurants, ou est-ce que c'est seulement, est-ce qu'on va avoir un déconfinement différencié, est-ce qu'à l'école port du masque obligatoire ou pas. Bon, voilà, à un moment il y a eu des informations qui rentrent directement dans la vie des gens. Donc si BFM commence à dire entre 20h et 22h et minuit, va dire sûr, j'ai l'info sûr, bon, moi je trouve qu'à ce moment-là, il y avait une dimension un peu on est entre la quête de l'info, qui est notre métier, et puis en même temps, pas dire n'importe quoi pour se dire j'ai dit ça avant tout le monde. Voilà, bon, peut-être qu'il y a 15 ans, je vous aurais dit les choses autrement. Mais là, je trouvais que la période était vraiment très particulière, un peu stressante aussi. Il y a cette, et j'ai trouvé que moi-même, ça me mettait plus à l'aise pendant le 2e et le 3e confinement. Ça me mettait plus à l'aise journalistiquement, surtout par rapport à l'info immédiate. Pour l'écrit, quand vous faites un papier plus long, c'est différent. Là, vous revenez à l'enquête. Là, c'est différent. Mais les chaînes info, à un moment, ont servi. C'est du heure par heure, quoi. Vraiment, juste sur l'aspect relation presse, en complément de ce qu'a dit Bruno, on m'avait donné un excellent conseil quand je suis arrivé à l'Élysée. C'est Franck Louvrier, qui était un de mes prédécesseurs, qui me l'avait donné. Il me dit, tu sais, ça ne suffit pas à réussir totalement ta mission, mais par contre, il y a une condition, c'est quand un journaliste t'appelle ou envoie un SMS, fixe-toi comme objectif de le rappeler dans les 10 minutes qui suivent, quoi. Même si tu n'as rien à lui dire, juste pour lui dire que tu as bien reçu son appel et que tu ne peux pas lui répondre parce que tu n'as pas l'info ou que c'est confidentiel. Et ça, je confirme. Je peux confirmer, Gaspard rappelle dans les 10 minutes. Oui, et sur les 20 dernières années, il y en a 3 qui ont rappelé dans les 10 dernières minutes. Ouf, putain, ça voilà, pue bien. Non, mais si, Franck Louvrier, Gaspard Ganzer et Clément Léonard-Boutzy. Les autres ne rappelaient pas dans les 10 minutes qui suivaient. Voilà. Donc finalement, c'est pas si difficile que ça. Il faut juste de ne pas dormir la nuit. Je te dise, il y a un jour, Brigitte Macron, qui était terrifiée par les débuts du mandat de son mari par rapport à la communication, me dit, mais bon, je dis, vous les avez tous connus depuis longtemps, on ne trouve pas la bonne solution. Alors, moi, je ne suis pas conseiller. Hein. Je lui dis, vous savez, il y a un seul truc, c'est que c'est d'abord un métier physique. Il faut être capable de supporter la pression qui est de recevoir, je ne sais pas combien Gaspard devait recevoir, des centaines de coups de fil par jour, de SMS, voilà, c'est ça. Parce que Ségolène a vécu aussi pendant les 2 années de Covid. Et alors, deux petits compléments. Le deuxième, ça a déjà été dit, c'est évidemment ne pas mentir. Alors, on peut mentir par omission. Ça, je pense qu'on peut ne pas donner, ne pas apporter une réponse à une question qui n'est pas posée. Ça, je pense que ça nous arrive assez souvent. Mais le mensonge, on le paye quand même très cher parce que le journaliste vous fait plus confiance par la suite. Donc, il faut vraiment faire très, très gaffe. Et puis, moi, j'ai toujours respecté évidemment la ligne éditoriale des journaux. J'ai jamais passé un coup de téléphone pour engueuler un journaliste parce que j'étais pas d'accord avec un papier, parce que je considère que ça fait partie du jeu. Hein. Il y a toute une catégorie de communicants qui passent ses journées à passer des coups de téléphone pour redresser les torts. Je pense que c'est une erreur. En revanche, il y a 2 ou 3 fois où je me suis quand même permis d'attirer l'attention sur la responsabilité, et c'était dans un contexte différent de celui que tu as connu, Ségolène, mais
pendant les attentats, et notamment quand on était dans les dénouements des attentats terroristes. Et là, c'est vrai que les chaînes d'information et les chaînes en général ont eu des décisions très dures à prendre. Je prends 2 exemples. Premier exemple, quand il y a eu l'attentat au Stade de France, que donc évidemment TF1 était au courant qu'il y avait des bombes qui avaient explosé à l'extérieur du stade, mais il ne fallait pas qu'ils le disent à l'antenne, parce qu'il y avait 80 000 personnes dans le stade qui pouvaient provoquer un nouveau Ezel, et ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu la fin du match pour dire à l'antenne, ce qui était quand même très dur d'un point de vue éditorial à faire. Ils l'ont fait, et je pense qu'ils ont eu raison. Et puis il y a eu quelques couacs dans la gestion des attentats, notamment la première vague, mais quand même, les leçons ont été retenues. Mais je me souviens du jour aussi où s'est posé la question de l'assaut contre l'hypercacher, où on a dit aux journalistes, vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous voulez filmer en direct l'assaut, et que vous le diffusez surtout en direct, si ça se passe mal ou si ça met en danger soit les otages, soit les policiers, eh bien, on saura de qui c'est la faute. Et là, d'un coup, ça n'a pas été diffusé en direct, mais après, a posteriori, oui, ce qui a aussi posé d'autres problèmes, mais pas en direct. On va passer sur une séquence des questions, à part demander à Bruno Jeudi, qui va être le prochain ministre de la Santé, parce qu'il a probablement dans ses SMS. Je peux vous dire que Ségolène, sur les 3 jours de Santé Expo, là, ça n'a pas arrêté. Alors, ça fait qu'il est futur ministre de la Santé, donc tout le monde veut savoir. Donc, à part ça, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Oui, bonjour, merci pour ces échanges. Je voulais revenir sur la question de reconnaître ses erreurs. Vous soulignez tout à l'heure combien c'était important. Et pourtant, c'est une parole qui est quand même encore assez rare, voire exceptionnelle. Pourtant, les décideurs politiques, bien entendu, font des erreurs. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de conseiller à vos clients, entre guillemets, de reconnaître une erreur, de ne pas être suivi ? Si oui, pourquoi ? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement que vous conseillez assez rarement parce que c'est une posture risquée ? Alors, d'abord, il faut assumer que la dimension être suivi par son client est la dimension clé du métier de conseil, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Non, mais c'est un métier où il ne suffit pas d'avoir raison. Moi, je me souviens très bien, je me suis couché le 21 avril 2001 avec le sentiment que c'était des cons, ils avaient qu'à m'écouter et que Jospin aurait été au second tour. Et je me suis réveillé le 22 en me disant, le con, c'est moi, parce que je n'ai pas été capable d'expliquer, de vendre, de faire la stratégie qui n'était pas la plus compliquée des campagnes qu'on avait à faire et qu'on a été absolument incapable de faire. Et je suis devenu bien meilleur grâce à cet échec, parce que j'ai compris que le sujet, c'était pas d'avoir doctement raison et d'exposer avec fougue mon raisonnement, que mon sujet, c'est que si je n'avais pas trouvé la clé d'entrée qui permettait de faire avancer mon client, eh ben, j'avais tort. Et donc c'est le premier des sujets, la dimension de la relation qui se noue entre le conseiller et le décideur, elle est clé, parce que notre métier, c'est pas un métier intellectuel, ou alors on écrit des livres, ce qu'on peut faire sur la crise du Covid. C'est un métier de conseil, et le métier de conseil, c'est d'aider l'autre à grandir. Et donc oui, j'ai souvent pas été suivi sur ces sujets, de moins en moins, parce que je reconnais qu'il y a un truc qui aide, c'est à la fois l'expérience et en fait l'image que vous projetez. Vous êtes le machin d'Avas, vous avez 30 ans d'expérience dans le métier, et les gens vous prêtent une expérience, un savoir-faire, et donc au fond, quand je suis très sûr, ce qui m'arrive, même si j'assume les doutes consubstantiels à notre métier, parce que c'est une science molle, hein, notre bazar. Mais quand je suis très sûr, c'est assez rare que je ne sois pas suivi par les clients, notamment sur les problématiques de gestion de crise. Et en général, j'en tire les conséquences après, parce qu'il ne faut pas à tout prix vouloir conseiller quelqu'un si vous n'êtes pas capable, si le truc ne se passe pas, et au fond, si dans les moments importants, il ne vous écoute pas, tout en reconnaissant qu'il y a le décideur et puis il y a le conseiller, et que vous devez rester à votre place de conseiller, parce que vous n'avez pas forcément tous les éléments et tous les paramètres, mais sur des sujets de communication de crise, à des moments où il faut faire des choix qui sont des choix déterminants, dans lesquels on pourrait dire que la discipline de communication est le facteur premier, et où donc on est sur le terrain de jeu que je maîtrise par rapport à la personne que je conseille, il faut à ce moment-là aussi mettre son cœur sur la table, parce que notre devoir, c'est de tout faire pour convaincre le client, quitte à mettre la relation, qu'elle soit commerciale ou autre,
en danger. Et donc dire tu es en train de faire une grosse connerie, ne fais pas ça, ou over my dead body, si tu veux faire ça, il faudra me passer sur le corps. De temps en temps, il faut en arriver là, parce que c'est aussi une manière peut-être que ton client a de te tester sur est-ce que tu es vraiment toi-même convaincu de ce que tu me proposes, et donc est-ce que tu vas au bout de ta logique dans la manière de te proposer. Après, tu ne peux pas durablement conseiller quelqu'un en mettant ta démission dans la balance tous les jours, c'est insupportable évidemment, donc voilà, tu dois trouver. Mais il faut... Un conseil en communication, c'est pas quelqu'un qui expose les différentes pistes et puis à toi de choisir, vas-y gars. C'est quelqu'un qui doit avoir le courage de proposer un choix et une direction. Gaspard, ce que j'ai oublié de préciser, et je m'en excuse, comme quoi on apprend aussi, j'ai oublié de préciser que vous êtes aussi patron d'agence, donc vous pouvez peut-être aussi réagir. Non, mais évidemment, en harmonie avec ce que vient de dire Stéphane, mais je rajoute un petit complément. J'ai travaillé plusieurs années avec Bertrand Delanoë et il me disait aussi, moi je veux deux choses. La première chose, c'est que tu me dises toujours exactement ce que tu penses sans chercher à me plaire. Et puis, il ne faut pas qu'on soit trop souvent d'accord, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord dans 2 tiers des cas, mais il faut qu'on assume que dans un cas sur 3, on ne sera pas d'accord. Puisque ça voudra dire que tu as vraiment défendu ton point de vue et que moi j'aurais vraiment défendu le mien, et que donc chaque personne est soumise à l'autre. Bon, avec Bertrand Delanoë, je risquais pas de prendre l'ascendant sur lui. D'ailleurs, Bruno Joly se souvient qu'une des premières interviews que Bertrand Delanoë a donné alors que je travaillais avec lui, c'était à l'époque au JDD où tu travaillais. Très grand souvenir pour moi, parce que j'ai travaillé avec des gens qui avaient beaucoup de caractère, dont lui, et ça laisse des bons souvenirs. Ça, c'est sûr que Bertrand Delanoë n'était pas une personnalité hors norme, plutôt. Oui. Parfois oui, parfois non, mais quand je l'ai recommandé, c'est parce que l'erreur était manifeste et qu'elle était assumable. Et donc j'ai plutôt en général été suivi. Après, tu peux recommander des choses et où tu n'es pas suivi, tu en tires les conséquences. J'avais recommandé à Michel Rocard de démissionner de Matignon. Ouais. Très tôt. Très tôt, puisque au fond, être en cohabitation dans son propre camp est un non-sens. Et qu'après avoir fait le RMI, la CSG et le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, on aurait pu considérer qu'on avait posé des choses et qu'on pouvait partir. Et je faisais tout en bon communicant sur un concept en court, en long, hein, qui est la France est grande quand elle est juste. Et donc on terminait par le RMI et on partait. Et c'est comme ça que je suis rentré chez RSCG, parce qu'il a choisi une campagne qui lui permettait de rester à Matignon et qui était un échange de colliers de fleurs dans les escalators de Roissillon entre un Kanak et un Blanc pour dire, je ne sais plus quoi, le geste de fraternité. Donc le truc a fait, c'est dans l'histoire des élections en France le plus faible taux de participation qu'on ait jamais connu. C'est 17% de participation au référendum pour l'amendement de la Constitution pour permettre l'accord de Nouvelle-Calédonie. Et j'en ai tiré les conséquences. C'est-à-dire, quand j'ai compris à quel point, au fond, j'étais en désaccord avec la stratégie qui allait être suivie, j'en ai tiré les conséquences et je suis parti. Ce qui, au fond, a fait ma fortune, puisque celui avec qui je me suis engueulé, qui était Jacques Séguéla, en lui disant que sa campagne était une campagne de merde, est venu un mois après me chercher pour me dire viens faire de la merde chez moi, ça sera plus drôle. Je vois que l'horloge a pas mal tourné et j'imagine que vous avez tous des obligations derrière, donc je vous remercie parce que le mercato des Spin Doctors va bientôt commencer avec la nouvelle la nomination du gouvernement. Quelqu'un qui est parti avec son téléphone collé à l'oreille. Donc merci à toutes et à tous d'être venus à cette conférence. Merci à vous pour votre implication sur cette table ronde. Merci beaucoup. Et bon courage Merci. pour la suite. Salut.